Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter l'accord de branche de la métallurgie, qui est un accord avec des mesures impératives, mais qui est sans agrément. Anne l'a expliqué ce matin. En fait, il n'exonère pas les entreprises de la métallurgie de leurs obligations légales. Monsieur Loyal, si vous voulez bien commencer. Oh là là. Il est bien poli pour une fois. Juste une petite présentation de la métallurgie. C'est là, c'est pas mal. En fait, c'est 1,5 million de salariés, 43 000 entreprises, quelques milliards de chiffre d'affaires. Et puis les secteurs industriels, ça va des objets volants, l'aéronautique, les objets qui circulent, les voitures, la bijouterie, la joaillerie, la construction navale, bien sûr, les machines agricoles, la mécanique. Et quant à moi, j'ai la sidérurgie, les forges, les fonderies. Pardon, j'ai la sidérurgie, les fonderies, les forges et les métaux ferreux et non ferreux, qui est un cycle de début de filière, qui n'est pas forcément le secteur le plus facile. Si tu veux bien passer à la troisième diapositive. Donc l'accord de la métallurgie, évidemment, l'ambition, c'est d'améliorer le taux d'emploi des salariés en situation de handicap dans la métallurgie, en déployant une politique de branche durable, et qui est destinée donc à orienter les personnes en situation de handicap en lien avec la politique emploi-formation dans la métallurgie, et préalablement de réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif. Il y a donc 3 principaux thèmes. Je vais un peu vite parce qu'il y a une dizaine de diapositives, puis je ne veux pas vous abrutir avec tout ça, mais le premier thème, c'est quand même l'information, la sensibilisation et la communication auprès des salariés et des entreprises. On s'est aperçu qu'il y a des entreprises de la métallurgie, les plus petites notamment, qui ne connaissaient pas un petit peu quels étaient leurs devoirs ni leurs droits. Et pareil pour les salariés. Donc on verra plus loin en développant le thème. Le deuxième thème, évidemment, il porte sur l'insertion, la formation et la qualification professionnelle des salariés en situation de handicap. Il porte également sur le maintien dans l'emploi et sur les évolutions de carrière et éventuellement les reclassements. Autre diapositive, s'il vous plaît. L'information, la sensibilisation et la communication, du coup, c'est quand même de présenter l'obligation d'emploi et les moyens de s'en acquitter, bien évidemment, autrement que par la contribution financière. Présenter l'intérêt de la RQTH pour tous. Quelles sont les aides, quelles sont les démarches à effectuer. C'est pas simple, du coup, on aborde ce sujet-là. C'est faire connaître, bien sûr, les aides et les moyens d'y accéder, y compris pour les retours à l'emploi suite à des arrêts de travail assez longs. Et d'ailleurs, ce qui est inquiétant, c'est que je vois de plus en plus d'arrêts de travail qui se rallongent dans le temps. Et comme on nous fait travailler de plus en plus longtemps, quand on arrive en fin de carrière, c'est compliqué de chez compliqué. C'est sensibiliser à l'intérêt de recruter et de maintenir dans l'emploi. Et c'est surtout aussi lever les idées reçues. Ça a été évoqué ce matin. Il y a des idées reçues sur le handicap. Et c'est former les managers. Et il y a du travail, croyez-moi. Diapositive suivante. L'insertion, la formation et la qualification professionnelle, c'est orienter les personnes en situation de handicap dans les métiers de la métallurgie. Il y a des métiers en tension. Moi, j'entends beaucoup d'employeurs qui disent finalement, on ne trouve pas de gens qui veulent venir dans la métallurgie. On leur dit, vous pouvez aussi embaucher des salariés en situation de handicap. Donc, on pousse dans ce sens. C'est de développer évidemment une politique d'insertion par l'alternance. Je crois qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays européens sur l'apprentissage. L'alternance, c'est quand même une très bonne solution pour intégrer des salariés en situation de handicap, et pas que, dans la métallurgie et dans les entreprises en général. On a des OPCAIM qui vont se transformer, puisque maintenant les OPCAIM vont devenir des OPCO, mais qui dit OPCAIM dit des aides et des contrats de professionnalisation. C'est bien discuter avec cet organisme-là pour qu'il y ait les moyens pour le faire. C'est développer, dans le cadre de l'apprentissage, une convention, notamment avec la GFIP. Alors, je crois qu'elle était signée il y a peu. Anne m'en dira peut-être plus sur ce sujet. Elle est là, Anne. C'est développer des relations avec le secteur adapté et protégé. Dans la métallurgie, c'est employer donc, des entreprises, par exemple, pour les espaces verts, avec des salariés en situation de handicap et protégés. Et puis, c'est travailler en collaboration avec eux.
C'est adapter une offre de formation et de qualification. Hein. Quand on parle d'égalité des chances, un salarié en situation de handicap devrait pouvoir arriver directeur d'entreprise, de mon point de vue. Hein. Il n'y a pas de raison. C'est un accueil particulier et individualisé dans les centres de formation. Donc, il y a les CFAI et les AFPAI, hein, les centres de formation professionnelle. Et on est aussi on travaille avec un groupe de travail paritaire sur la possibilité d'adapter un petit peu les évaluations lors des contrats de qualification de professionnalisation de la métallurgie et d'adapter les épreuves. Voilà. Merci. Il y a la page d'après, hein, mais tu peux me poser des questions. Hein. Ah non, mais tu gères comme tu veux. C'est un peu lourd, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aborder tous ces domaines. Bon, sur le maintien de l'emploi, il y a la prévention, évidemment. Il faut anticiper, il faut prévenir des risques et il faut anticiper autant que possible. Hein. La pénibilité, on est beaucoup sur la prévention plutôt que sur le curatif et sur la réparation, parce qu'une fois qu'on répare, c'est trop tard. C'est accompagner des salariés à se déclarer auprès de leurs employeurs. Et là, du coup, syndicalement, on a notre rôle à jouer, parce que dans l'entreprise, si on est sur le terrain, on est là pour les aider, pour leur demander leurs besoins. C'est une démarche, je pense qu'on demande aux équipes de faire. Et je pense que tout syndicaliste qui se respecte est dans cette démarche-là. Mais simplement, il faut le promouvoir. C'est respecter la confidentialité. Et puis les renseigner sur les avantages de se déclarer, parce que on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est pas facile d'accepter de dire je suis en situation de handicap et d'aller vers une RQTH. C'est pas simple psychologiquement. On demande au pouvoir public de valoriser des dépenses déductibles au titre de l'obligation d'emploi sur les autorisations d'absence pour les aidants. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui doivent s'absenter du travail. Si en plus ils sont pénalisés financièrement, c'est compliqué. Donc on n'a pas réglé ce problème, mais on a cette demande. C'est essayer d'anticiper les changements professionnels. Alors ce n'est pas que pour les salariés en situation de handicap, mais effectivement les métiers sont en mutation. Donc n'attendons pas qu'il y ait une rupture, essayons d'anticiper. C'est inscrire dans les plans de formation des formations pour tous, pour justement anticiper ces changements professionnels. C'est accompagner des reclassements dans la reprise du travail et valoriser les expérimentations qu'on peut apprendre, qui sont faites dans les SAMET, sur la reprise du travail anticipée pendant les arrêts de travail de longue durée. Encore une fois, il y a des arrêts de travail que je vois monter dans les indicateurs qui sont de plus en plus longs. Voilà pour ce qui est des principales mesures. Si tu veux bien passer à la diapositive numéro 7. Commission de suivi, groupe de travail paritaire, c'est-à-dire GTP. On s'est rendu compte, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup d'entreprises, notamment les petites, parce que les grands groupes de la métallurgie que vous connaissez plus ou moins, il n'y a pas trop de difficultés, mais les petites entreprises ne savent plus comment faire. Et du coup, on a réalisé ce guide qui est disponible sur le site de la métallurgie, mais je pense qu'il sera peut-être sur le site de la Confédération aussi, qui explique un petit peu quelles sont les démarches à effectuer sur l'insertion et les maintiens de l'emploi des salariés en situation de handicap dans la métallurgie. Alors, on a essayé de le faire avec des couleurs, on y a participé, hein, alors toute organisation syndicale confondue. Et je pense que c'est quand même une vraie aide, à la fois pour les salariés eux-mêmes et puis pour les entreprises. Voilà. Qui dit accord, alors là c'est un accord de branche, dit commission de suivi. On a mis, je ne vais pas les reprendre dans le détail, mais j'ai demandé, moi, en tout cas à l'UMM, de mettre en place des indicateurs de suivi, parce que c'est bien de signer un accord, c'est mieux de le faire appliquer. Et c'est bien de voir si on avance ou si on régresse. Et donc, vous voyez, c'est des mesures de taux d'emploi, de nombre de salariés reconnus handicapés en activité. Bref, on a été la seule organisation à le demander. Il y a du travail à faire. En fait, moi, je souhaite contraindre l'UMM à avancer sur ces indicateurs, parce que ça nous permet, 43 000 entreprises, c'est beaucoup, et ça nous permet d'avoir cette vision si on avance ou si on n'avance pas. Il y a une réunion GTP par an. Pour 2018, elle ne s'est pas tenue, donc on leur a envoyé un petit mot en leur disant on souhaiterait qu'elle soit réunie avant la fin de l'année. À mon avis, c'est foutu pour 2018. Mais on sent bien qu'on a quand même cette difficulté
de faire avancer dans toutes les entreprises de la métallurgie. C'est un vrai chantier. Diapositive suivante. Ce qu'on a fait au niveau de la métallurgie, là du coup, en tant qu'organisation syndicale, on a conçu avec un référent handicap qui s'appelle Pierre Britel, qui est lui-même handicapé, une formation, parce que vous avez entendu ce matin un copain qui disait il n'y a pas de moyens et tout. On a des demandes des syndicats, des équipes, quel que soit une demande, un besoin de formation, mais on voudrait la rendre accessible à tous, parce qu'il faut à la fois de la sensibilisation, mais après tout, on est en train de se dire pourquoi ne pas former des référents handicap dans les départements, et Jean-Paul en parlera tout à l'heure, ou dans les équipes syndicales par entreprise. Il y a une demande, on le voit à travers les questions qui sont posées régulièrement à nos services juridiques. Donc on a décidé de lancer cette formation, on en a déroulé une cette année. Je ne sais plus combien de participants il y avait, je crois qu'ils étaient 13. Le résultat, c'est que ce groupe-là a trouvé la formation très satisfaisante, et on a d'autres demandes, donc on verra. Ça veut quand même dire qu'il y a un besoin de la part des équipes. Il est apparu lors de cette formation que cette formation touche tout le monde, les salariés, mais également les familles, à travers les ascendants et les descendants. On a créé des fiches. Alors c'est très technique, hein. Moi je ne suis pas un expert du handicap du tout, mais pour expliquer les choses, ces fiches, on a fait 4 thèmes. La MDPH, qu'est-ce que c'est? Le maintien dans l'emploi, comment s'y prendre? L'emploi des salariés en situation de handicap, voilà. Qu'est-ce qu'on peut synthétiser et les donner à l'issue de la formation ou en demande aux militants. On a d'autres fiches en réflexion, comme négocier un accord handicap dans l'entreprise, parce qu'on voit bien que les grandes entreprises, encore une fois, ça se passe plutôt pas mal, mais les petites et moyennes entreprises, chacun doit se débrouiller. Donc c'est comment les aider. Et diapositive suivante, si tu veux bien. On a le 24 octobre dernier constitué un groupe réseau. Réseau parce que je pense qu'il faille déployer la défense des salariés en situation de handicap. Alors il est constitué de militants et de militantes convaincus par la nécessité de la chose. On va réfléchir, alors on ne va pas phosphorer, hein, il faut qu'on concrétise. Moi c'est ce que j'ai demandé à ce groupe de travail, c'est que ces différents horizons, toujours de la métallurgie, mais c'est ce qui fait notre force, c'est d'être petite, moyenne et grande entreprise, et c'est de réfléchir comment on peut aider les équipes, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on peut répondre à leurs besoins, et en tout cas à les sensibiliser. Donc on est en train de réfléchir sur une démarche peut-être ludique, parce que des fiches c'est bien, mais faut-il les lire? On ne va pas phosphorer, mais on a fait un premier groupe de travail, on a rendez-vous en début février pour la deuxième session, et donc à chaque fois on fait un compte-rendu que l'on diffuse, et petit à petit, je dirais, on va essayer, comme le colibri, hein, on va essayer d'étendre un petit peu notre action et répondre aux besoins des équipes syndicales. Moi, je reste convaincu qu'à chaque fois qu'on réalise une action concrète envers les salariés en situation de handicap, cette action concrète, elle aide tout le monde. Tout le monde en profite. Et ça me paraît très important. La deuxième chose, c'est que, on a parlé du développement ce matin, aider des salariés en situation de handicap, ça contribue aussi au développement de notre organisation. De la même façon qu'on aide des salariés qui sont en difficultés diverses et variées, qui finissent par nous adhérer à notre organisation syndicale, et bien c'est pareil pour les salariés en situation de handicap. Voilà ce que je voulais vous dire globalement. Une dernière chose encore, c'est que de toute façon nos travaux, ça ne peut fonctionner que si c'est un travail d'équipe. Et notre but, c'est de partager, Jean-Paul et Josette vous en parleront, c'est de déployer notre démarche, essayer de mutualiser les bonnes pratiques et d'avancer vers cette cause. Voilà.